Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. En cette nouvelle saison, nous avons décidé de consacrer plusieurs émissions au lien entre la nature urbaine et la manière dont on peut, en tant que citoyen et citoyenne, s'impliquer ou être impliqué dans l'aménagement du territoire. Nous avions commencé à aborder ces questions l'année dernière avec une émission d'Amélie Deschamps consacrée à la végétalisation participative, notamment par le biais des permis de végétaliser ou des jardins partagés. C'est une autre dimension que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui, les actions citoyennes de renaturation urbaine. Ces dernières regroupent toutes les actions qui visent à restaurer les fonctions écologiques des villes, pensées ici comme des milieux écologiques et pas seulement comme des cadres de vie pour les citadins et citadines. Pour en apprendre plus sur ces démarches, leurs acteurs et leurs effets, nous accueillons Hugo Rochard, qui est docteur en géographie et aménagement et qui a soutenu en 2023 sa thèse sur ces questions. Bonjour Hugo. Bonjour Clara. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter vos sujets de recherche et puis nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ces questionnements ? Volontiers. Mon intérêt pour les questions de biodiversité en ville, en fait, en tant que chercheur, remonte au master. Lorsque j'étais étudiant et que je m'intéressais à la fois aux grands enjeux de la conservation de la nature, aux politiques de protection de l'environnement, et en même temps que je voulais comprendre le fonctionnement des villes, la géographie urbaine, l'urbanisme. Et c'est à la suite d'une spécialisation en géographie environnementale que j'ai réalisé 2 stages de recherche qui m'ont progressivement amené à poser le type de questions que vous avez rappelé en préambule de l'émission. Alors d'abord, j'ai fait un premier stage en 2016 sur l'émergence d'une politique biodiversité à l'échelle de la nouvelle métropole du Grand Paris. Stage qui m'a très vite montré que si une large partie des élus avaient une certaine volonté de favoriser la biodiversité en ville, au moins dans les discours, les moyens, eux, n'étaient pas vraiment à la hauteur de cet affichage et cette valorisation de la biodiversité, elle était souvent symbolique. On parlait de concours de miel, de mesures incitatives, etc. Donc, en fait, le changement se faisait sûrement ailleurs que dans les hautes sphères institutionnelles. C'était une de mes conclusions à ce moment-là. Puis j'ai fait un deuxième stage de recherche à Vancouver, à la Simon Fraser University, l'année suivante, qui m'a vraiment conduit à formuler mes questions de recherche, alors que je travaillais sur l'émergence d'un modèle d'écoquartier dans le cadre de ce stage. Je participe aussi à titre privé à un événement bénévole que j'avais repéré sur les réseaux sociaux et un mystérieux collectif Camosun Bog dans un parc où j'aimais aller courir. Et je me retrouve à ce moment-là à participer à la restauration d'une tourbière à la lisière d'un très grand parc proche d'une zone résidentielle de banlieue à Vancouver. Et là, j'ai une révélation, en plus de rencontrer des gens assez sympathiques, des étudiants bénévoles et passionnés. Je fais la rencontre du doyen du groupe, Jerry, qui m'explique en fait toute la beauté, la rareté de cet écosystème qui cherche à restaurer, la richesse du sol, la diversité de toutes les mousses qu'il faut préserver dans la tourbière, en maintenant donc la tourbière comme un espace ouvert, alors qu'il se reboisait progressivement. Là, je me suis dit que je tenais une sorte d'énigme de recherche plutôt originale et j'ai cherché à comprendre pourquoi et comment ce genre de collectif se crée, à quel endroit et comment ces collectifs investissent et transforment l'espace public pour l'écologiser à leur manière. Et alors que l'espace public est souvent réservé, un domaine réservé de l'État et de ses administrations, en tout cas, c'était ma conception française de l'organisation de la vie politique à ce moment-là. Et pour évoquer les actions des habitants dont vous venez de nous citer quelques exemples, on trouve souvent différents termes. On peut voir les termes d'action citoyenne, de participation citoyenne, de participation habitante aussi. Est-ce que ces termes sont synonymes ou au contraire, est-ce qu'ils comportent des différences majeures ? Et dans vos travaux, quelles expressions ou quelles expressions utilisez-vous ? C'est une excellente question.
il faut être assez précis dans les termes, surtout lorsqu'on écrit une thèse, à mon avis. Et d'autant plus que ces termes sont utilisés un peu dans tous les sens et par beaucoup d'acteurs, de médias, et pour des motivations différentes. Alors, il me semble qu'il faut déjà distinguer deux catégories qui se confondent parfois, les citoyens et les habitants. Alors, le citoyen se définit historiquement par son appartenance à une communauté nationale et à ses institutions, et dans le monde occidental, à un État-nation. C'est d'ailleurs une conception assez occidentalo-centrée du rôle des individus dans la politique d'un territoire qui remonte au moins à la Grèce antique et qui a connu plusieurs évolutions, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais dont une très forte au moment de la Révolution française. Une autre évolution plus récente qui m'a intéressé, c'est l'arrivée du terme éco-citoyen, en écho aux premiers travaux d'Andrew Dobson, qui est un chercheur britannique, un politiste. Andrew Dobson qui a posé au début des années 2000 ces questions, en fait, et où il insiste sur l'idée qu'il faut sortir des catégories centrées sur l'État pour inscrire l'individu dans une collectivité élargie, celle du système Terre, de l'environnement au sens large, et au-delà des frontières historiquement construites. De l'autre côté, l'habitant, c'est celui ou celle qui habite un territoire, qui investit un sens, une existence, qui cherche aussi à le transformer et qui se fait transformer par cet espace habité en retour. Et donc, habitants et citoyens peuvent se confondre lorsque justement on se place dans cette conception élargie de la citoyenneté à ce que Aldo Léopold appellerait la communauté biotique, donc une forme d'éco-citoyenneté. Mais j'ai vu sur mes terrains que les deux termes aussi pouvaient diverger et pas toujours aller ensemble. Tous les bénévoles engagés que j'ai croisés n'étaient pas des habitants au sens des locaux du territoire. Certains venaient de loin, voire ne parlaient pas bien la langue, bien qu'ils partageaient certaines valeurs et qui revendiquaient moins en fait leur ancrage local qu'une volonté d'agir pour le vivant. Enfin, quand on parle de participation citoyenne, on pense d'abord aux dispositifs qui sont conçus par les institutions pour faire participer les citoyens à l'action publique. Donc toutes les procédures d'enquête, les permis de végétaliser, par exemple, vous avez une émission là-dessus. Et donc l'action citoyenne est plus large et renvoie à tous les modes d'action, y compris les plus spontanés des collectifs et des individus, à mon sens. Donc j'utilise un peu tous ces termes en essayant de tenir compte de ces nuances, mais généralement je préfère le terme d'action citoyenne pour décrire ce que j'ai observé et ce que j'ai analysé sur mes terrains lorsque j'étais doctorant. Et vous venez d'évoquer vos terrains, donc il faut préciser que vous avez choisi de travailler sur les cas du Grand Paris et de New York City. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ces terrains en particulier et est-ce que vous avez observé des différences importantes entre ces deux territoires ? Alors, j'ai choisi ces terrains précisément parce qu'ils révèlent, à mon sens, des conceptions différentes de la place des citoyens dans l'action de l'État et notamment dans la transformation de la ville, de ces espaces de nature en particulier. En France, on a une tradition de centralisation du pouvoir qui définit clairement des droits et des devoirs aux citoyens et le réglemente assez strictement selon des procédures. De l'autre côté, aux États-Unis, comme le décrivait déjà Tocqueville au XIXe siècle, l'État s'est construit par agrégation de collectivités locales et d'initiatives associatives, aussi avec les vagues d'immigration successives. Et ces initiatives collectives, en fait, elles vont structurer la vie politique de l'État-nation, d'un État-nation qui est plus récent que l'État français. Ce qui donne a priori un rôle plus actif aux individus dans la construction de leurs conditions de vie communes, en fait. Ça, c'était le présupposé de départ. Il me semble aussi qu'en matière de citoyenneté urbaine,
à partir des années 1960, les États-Unis et New York en particulier ont connu des mobilisations habitantes, notamment, c'est assez connu pour la justice environnementale, contre un certain racisme environnemental, qui distingue un peu le cas new-yorkais et les États-Unis de la France. En plus, concernant la protection de la nature, les États-Unis se démarquent aussi par l'invention du concept de wilderness, cette nature sauvage, sacrée, réservée aux parcs nationaux à l'origine, et donc protégée, et pensée en dehors des villes, jusqu'à ce qu'on parle plus récemment d'urban rewilding. Et il me semblait intéressant d'aller chercher des études de cas dans ces deux cultures en fait de la citoyenneté, et qui sont aussi deux cultures de la nature, pour questionner mes propres cadres d'analyse de chercheurs et mettre en perspective ces contextes urbains de Paris et de New York où émergent, dans les deux endroits, émergent des nouvelles formes d'action citoyenne et habitante pour faire place et favoriser la biodiversité en ville. Et si nous passons maintenant à l'échelle des collectifs, pouvez-vous nous présenter un peu les caractéristiques des collectifs et des habitants et habitantes que vous avez étudiés, quand ils ont été créés, et puis dans quel cadre plus général ils s'inscrivent ? Oui. Pour mon travail de thèse, j'ai suivi et étudié en détail 3 collectifs. 2 étaient situés dans le Grand Paris, à Paris et à Massy, au sud de la capitale. Et un autre collectif à New York City, à Brooklyn, plus précisément. Alors, les 2 collectifs parisiens concentrent leur action sur des plantations d'arbres sous la forme de micro-forêts ou de haies bocagères urbaines. Ces 2 collectifs, donc le premier s'appelle Boom Forest, dont vous avez reçu un membre de l'émission, dans l'émission, il me semble, et l'autre collectif Haies Magiques ont été créés en 2015 et 2018. Ils sont relativement récents. De l'autre côté, à New York, le collectif que j'ai suivi s'appelle Gowanus Canal Conservancy. Il est plus ancien, il a été fondé en 2006. Et ce collectif agit pour la plantation de végétaux, principalement des espèces herbacées, arbustes, et l'entretien écologique de jardins de pluie, qu'on appelle les rain gardens à New York. Ils interviennent aussi sur des pieds d'arbres, des zones délaissées du quartier de Gowanus, en fait, qui est situé à Brooklyn. Et ils ont même développé une pépinière de plantes locales. Tous ces 3 collectifs ont été fondés par des habitantes du territoire ou des quartiers dans lesquels ils interviennent. Concernant l'antériorité de l'action collective, plusieurs des fondateurs que j'ai rencontrés étaient déjà impliqués dans des associations de quartier ou des associations municipales. C'est une chose que j'ai remarquée. À New York, comme on le disait, l'histoire des mobilisations habitantes et de ce qu'on a appelé le community organizing contre les inégalités, pour la justice notamment, pour l'aide sociale, ont en fait été un terreau fertile pour l'émergence de ces initiatives, puisque les élus, la municipalité et les services ont l'habitude en fait de traiter avec ces organisations de la société civile, et les partenariats entre la sphère publique et la sphère civique sont plus institués qu'en France. Alors malgré ces différences institutionnelles et territoriales, les 3 collectifs, je les ai choisis aussi parce qu'ils partageaient la volonté de transformer leur espace de vie pour le rendre plus écologique, plus sauvage, moins manucuré ou moins dégradé. En somme, ils voulaient le renaturer à leur manière. Et donc tous et toutes avaient le sentiment que les acteurs publics, en particulier les municipalités, ne faisaient pas ce qu'il fallait ou ne faisaient pas évoluer leurs pratiques de gestion assez vite pour eux. Voilà. Et donc là, on est à l'échelle du collectif. Si on passe à l'échelle des habitants, est-ce qu'il y a un profil type d'habitant ou d'habitante qui s'investit dans ces collectifs ?
Alors, en dehors des personnes qui ont fondé ces collectifs, les habitants, en fait, ont plutôt le profil de ces bénévoles qui s'investissent plus ou moins ponctuellement pour des actions de plantation, d'entretien, de taille de végétaux, de paillage du sol, d'installation de bois mort, etc. Et donc, ils ont une implication plus ponctuelle. Certaines sont très présents et représentent quelques figures locales que j'ai rencontrées, qui sont très impliquées dans d'autres associations locales, mais ce sont surtout les acteurs, les responsables des collectifs et les salariés des collectifs qui cherchent à mobiliser en fait en créant ces événements. Par rapport au profil social des habitants que j'ai rencontrés, en fait, il y a une grande diversité. Elle est d'ailleurs souvent peu soulignée dans les travaux sur les initiatives associatives en ville. Moi, je me suis pas trop attardé dessus pour ma thèse, parce que c'est une thèse de géographie et non de sociologie, mais ce que je peux vous dire, c'est que le profil, en fait, varie plus en fonction du contexte territorial et du mode de mobilisation que vraiment des personnes. J'ai croisé des CSP+ éduqués, proportionnellement un peu plus, je dois le dire. Beaucoup étaient en reconversion professionnelle, donc abandonnaient des métiers dans les services la plupart du temps. Mais aussi, j'ai rencontré des bénéficiaires de centres sociaux, des jeunes qui vivent dans des logements sociaux, des scolaires, et même un sans domicile fixe sur une initiative de plantation. Et par exemple, le collectif Est Magique choisit, lui, de nouer un partenariat avec un centre social associatif de la ville de Massy. Et lorsqu'ils vont planter une haie bocagère au pied d'un immeuble, l'immeuble où se situe le centre social, on va retrouver ses bénéficiaires, des habitants, des retraités, mais aussi des bénévoles du centre social, des enfants du quartier, un quartier qui est en politique de la ville d'ailleurs, mais aussi, et c'est là, à mon avis, ce qui est intéressant à souligner, des amis et des militants du collectif Est Magique, dont certains même font partie de l'opposition municipale. Donc d'un point de vue sociologique, on est plutôt sur une hétérogénéité de classes, voire une forme d'alliance entre ces classes autour d'une action commune. En l'occurrence, là, planter des arbres. Et ce genre d'hybridation que j'ai vu, elle est plus ou moins marquée selon les publics cibles, selon les types de mobilisation, etc. Et donc, c'est un résultat aussi de l'action collective, en tout cas sur son versant humain. Et sur le temps plus ou moins long depuis la date de création de ces différents collectifs, donc date qui diffère, vous nous l'avez bien précisé, est-ce qu'on observe des évolutions de ces collectifs ? Alors oui, au bout de quelques années d'existence et souvent un renforcement de l'ancrage territorial, on observe qu'il y a une tendance à se professionnaliser. C'est assez classique dans l'action associative, mais par exemple, le collectif le plus ancien, Gowanus Canal Conservancy, avait en 2022, lorsque j'ai fait mon terrain, 12 salariés, majoritairement des femmes, alors qu'il n'en avait pas dans les premières années après sa création. Et c'est lorsque le collectif a cherché à se pérenniser et surtout à pérenniser l'accès au foncier auprès des services municipaux pour le développement de la pépinière de quartier qu'il a commencé à recruter, en fait. Et c'est la même chose pour Est Magique, qui a progressivement étendu son territoire d'action à une 50aine de communes, je crois, au sud de Paris, et qui a dû recruter en interne et employer des stagiaires parce que son territoire d'action augmentait. Il faut aussi dire que j'ai observé la tendance inverse. Dans le cas français en particulier, il y a aussi un bout d'un moment des actions collectives qui se mettent en veille ou qui atteignent une sorte de taille critique parce que l'action citoyenne repose sur des subventions publiques et ces subventions se tarissent et elles reposent aussi sur l'investissement de personnes, de bénévoles en fait, dont l'engagement fluctue avec le temps.
de façon générale, en fait, l'économie publique-privée qui fait vivre l'action collective n'est pas toujours favorable à sa pérennisation. Et en fait, cette action, elle repose sur la capacité des collectifs aussi à recruter des bénévoles et à sans cesse répondre à des appels à projets qui sont souvent de court terme, de quelques mois ou parfois 1 an ou 2. Voilà. Et justement, au fil de la présentation donc, de ces acteurs et de leurs projets, vous nous avez déjà cité différents exemples d'actions. Mais est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les types d'actions que vous avez pu observer et en particulier nous indiquer quels sont les effets de ces actions sur les quartiers et les villes et si elles contribuent à transformer l'urbanisme et la place de la nature en ville? C'est une belle question. Alors, plutôt que de nature, moi, je préfère parler de biodiversité et en fait questionner ce paradigme de la biodiversité que je trouve intéressant à interroger dans l'aménagement. Et oui, en fait, il semble que la biodiversité a une place différente dans la façon d'aménager les espaces urbains du fait de cette action collective. Et c'est un peu ce que j'ai cherché à montrer dans la thèse. À mon avis, sur au moins 2 niveaux. D'abord sur l'évolution des stratégies d'aménagement et de gestion, donc sur un niveau matériel et fonctionnel. En fait, concernant ces stratégies, j'ai remarqué que les acteurs publics reprenaient en fait des éléments du discours de ces collectifs, mais aussi des méthodes de plantation, des pratiques de gestion dans leurs propres documents de planification, d'aménagement ou de gestion. Alors c'est une forme donc d'institutionnalisation des pratiques citoyennes qu'on observe aussi à New York dans le cas de Gowanus Conservancy, qui va même jusqu'à à New York la publication d'un guide de gestion écologique et participative des jardins de pluie, des rain gardens. Donc ils sont ces espaces en fait qui sont censés accueillir l'eau qui ruisselle et donc ces espaces pour qu'ils soient végétalisés et qu'ils puissent capter l'eau et tamponner les inondations et aussi aider les pollinisateurs en accueillant des végétaux adaptés à la flore et à la faune urbaine. Et donc l'action de ces collectifs sert aussi à visibiliser la biodiversité. Et à New York, le collectif que j'ai étudié utilise des inventaires participatifs, ce qu'on appelle des bioblitz, pour cartographier la richesse des espèces qu'ils et elles observent et qui ne demanderaient finalement qu'à être considérées par les pouvoirs publics dans le réaménagement du quartier de Gowanus où il se situe. Et donc voilà, sur le plan de la matérialité écologique, j'ai aussi pu montrer que avec l'aide de plusieurs collègues, écologues et biogéographes, que ces collectifs aussi contribuent à augmenter la biodiversité. Donc ils la visibilisent, mais aussi ils l'augmentent concrètement en variant les espèces et en maximisant certaines fonctionnalités écologiques ou aussi en contribuant aux connectivités pour le déplacement de certaines espèces. C'est passionnant et je pense que ça donnerait lieu à une autre émission pour aborder toutes ces questions écologiques. Mais comme le temps file, j'en arrive à quelques questions pour comprendre comment ces initiatives s'organisent au sein des jeux d'acteurs. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se structurent les actions de ces collectifs par rapport aux acteurs institutionnels? Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils travaillent de concert avec les collectivités? Et est-ce que ces actions sont légitimées par les collectivités? Alors oui, c'est même ce que recherchent en fait les responsables des collectifs que j'ai rencontrés, c'est se faire légitimer par les municipalités et par d'autres acteurs publics, aussi régionaux. Et c'est en grande partie ce qui se passe en fait. On peut parler même d'une nouvelle forme de gouvernance que j'ai appelée collaborative, qui aboutit à la coproduction des espaces de nature en ville entre des acteurs citoyens et des acteurs publics. Et j'ai cherché à caractériser en montrant cette institutionnalisation des partenariats, en montrant aussi les échanges formels et informels qui ont lieu entre les collectifs et les responsables municipaux,
Et de dire aussi que cette gouvernance, elle est un peu traversée de tensions. Et il y a d'importantes négociations, des formes de récupération politique aussi, notamment en période électorale. En 2022, j'ai pu le voir. Des conflits entre les objectifs et les visions des acteurs techniques et citoyens, notamment sur la temporalité de la gestion des nouveaux espaces, microforêts, etc., les modes d'intervention. Ce qui montre aussi que les collectifs citoyens et les responsables techniques que j'ai interrogés n'adoptent pas les mêmes logiques sur l'idée de qu'est-ce qu'un bon espace public. Voire que ces négociations sont parfois incompatibles, ce qui aboutit à des formes d'impasse ou des incertitudes importantes, notamment sur le suivi des microforêts à Paris, sur l'état lieu du boulevard périphérique. Il y a une grande incertitude par rapport à cela. Et outre ces incertitudes, est-ce que vous avez identifié d'autres limites de ces actions ? Oui, alors il y en a plusieurs. Je peux en donner quelques-unes ici. D'abord, la pérennité de l'action, comme je l'ai dit, elle n'est pas garantie. Et à cause d'un engagement qui n'est pas toujours partagé par les acteurs de la ville aussi, il faut le dire, les acteurs publics au premier chef. Et il y a des tâtonnements en fait qui sont liés à la forme expérimentale et émergente de ces initiatives, au fait aussi qu'elles n'ont pas des moyens financiers et humains très importants. Du coup, ces actions peuvent échouer par moment et échouer à faire aboutir des projets faute de portage politique et d'accompagnement. Et très concrètement, des arbres plantés ne peuvent pas aussi survivre ou peuvent être abîmés faute d'un travail du sol insuffisant, faute d'une gestion municipale qui ne tient pas compte de ces espaces écologiques. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a aussi dans le changement d'échelle, en fait, qui a lieu, le changement d'échelle de l'action locale citoyenne à l'action plus globale, qui se fait en fait sous certaines conditions qui sont pas tout le temps réunies. Il faut un contexte en fait territorial et politique favorable à l'expérimentation en fait. Et pour terminer, en montant un peu en généralité, ma dernière question, elle porte sur sur des éléments de pensée plus théoriques, puisque les actions que vous nous décrivez s'inscrivent dans le cadre plus général de l'environnementalisme ordinaire, qui est une thématique sur laquelle vous avez d'ailleurs coécrit un ouvrage avec Nathalie Blanc et Cyria Emelianov. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous regroupez derrière cette expression d'environnementalisme ordinaire et pourquoi ces actions environnementales sont hautement politiques ? Alors oui, c'est un concept qui est plus large et qui dépasse en fait les études de cas dont j'ai parlé. Il est le fruit d'une réflexion collective qu'on a portée à trois mains avec Nathalie Blanc, qui était ma directrice de thèse, et avec Cyria Emelianov, qui toutes les deux avaient travaillé sur des initiatives citoyennes en France, en Russie, aux Pays-Bas. Et donc, à partir de nos terrains respectifs, on a proposé un peu de décortiquer ce concept d'environnementalisme ordinaire. Et c'est un concept qui vise à embrasser différentes formes d'action habitante quotidienne qui améliorent ou valorisent la qualité de l'environnement, qui favorisent certaines espèces, mais que souvent on interroge peu comme quelque chose de structurant pour la viabilité des milieux de vie. Et voilà, c'est un concept qui nous permet de penser ensemble des initiatives de jardinage partagé, d'agriculture urbaine, de troc de plantes, de recyclage, d'action pour la mobilité douce, etc. Et de réactualiser les débats qui ont une bonne dizaine d'années sur les paysages ordinaires, la nature ordinaire. Et donc, dans l'ouvrage, on essaye de déplier ce concept par nos terrains qui sont principalement urbains et on distingue plusieurs gammes d'actions: protéger le vivant, recréer des milieux, cultiver la ville, informer et alerter, relocaliser le métabolisme urbain. On analyse un peu ces catégories et on les questionne pour saisir en fait cette réparation, ce soin quotidien qui est souvent en fait la charge des habitants sur nos territoires. Et on interroge aussi les ressorts de l'empowerment, de l'encapacitation des habitants, aussi dans la complexité des rapports des citoyens avec les pouvoirs publics, qui sont des rapports sociopolitiques. Et on discute un peu de l'intérêt de lire ces initiatives sous l'angle de l'environnementalisme ordinaire
face aux critiques aussi sur les formes de délégation, d'utilisation de la société civile à des fins économiques ou de contrôle de l'espace public. Autant de questions qui nous invitent à transformer le regard sur nos manières d'habiter à l'échelle individuelle comme collective et qui ouvrent des réflexions très intéressantes pour répondre aux questions qui consistent à savoir qui est légitime pour écologiser l'espace public, qui a l'expertise ou les savoir-faire pour un tel projet. Donc merci beaucoup Hugo pour tous ces éclairages très riches, tant sur le plan théorique qu'empirique. Et vos travaux et vos réflexions ouvrent de très nombreuses perspectives, aussi bien du point de vue de la recherche qu'en tant que citoyen ou citoyenne. Et c'est sur ces éléments stimulants que se termine cet épisode de La chèvre et le chou. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site de Radio Anthropocène et sur toutes les plateformes musicales. À très vite. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.